C'est une nouvelle qui est passée sous les radars, mais qui a son importance, raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Allemagne s'était toujours refusée à livrer ses missiles longue portée Taurus. Olaf Scholz expliquait il y a encore quelques mois pourquoi il se refusait à franchir ce qu'il considérait comme une ligne rouge. De mon point de vue, il s'agit d'une arme à très longue portée. Compte tenu de l'importance, je ne vais pas perdre le contrôle des cibles. Cette arme ne pourrait être utilisée sans le déploiement de soldats allemands. Je m'y oppose. Mais voilà, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, les élections législatives en Allemagne ont été remportées par Friedrich Merz, qui est le chef de file des conservateurs et qui, eux, ont toujours été pour une livraison de ces armes à longue portée à l'Ukraine. C'était une promesse de campagne faite le 9 décembre par le futur chancelier. Le président Zelensky connaît notre position sur le Taurus. Rien n'a changé. En l'état actuel des choses, début décembre 2024, la situation reste la même. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à l'Ukraine d'exercer son droit à la légitime défense sans restriction et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Général, 3 ans que les Ukrainiens attendent ces missiles à longue portée. Ils arrivent maintenant. Quel impact sur le conflit ? J'ai du mal à le cerner parce que d'abord c'est un missile, quand on regarde un peu les caractéristiques techniques, il doit être porté par des avions en principe parce que se tire à distance de sécurité et aucun des avions en dotation à la date d'aujourd'hui en Ukraine n'est officiellement capable de porter ce missile. Car on voit mal comment ce missile pourrait être tiré d'ailleurs que d'Ukraine. Voilà, il ne sera pas tiré d'Allemagne, il ne sera pas tiré de Pologne. Donc déjà, je dirais techniquement, j'ai une interpellation. C'était l'argument avancé par Olaf Scholz, pourquoi il ne voulait pas les livrer. Bien qu'il n'allait pas tellement dans le détail, il parlait plutôt de la nécessité de mettre en place des opérateurs allemands. Donc les opérateurs allemands devraient être à l'état-major ukrainien, théoriquement. C'est comme ça que ça devrait se faire. C'est comme ça que quand on nous donne une arme à quelqu'un dont on veut en assurer le contrôle, on ne le fait pas de Berlin, on va envoyer, ou de Paris, on va envoyer des officiers dans l'état-major ukrainien pour contrôler comment sera utilisée cette arme. Oui, mais c'est parce que justement, il ne voulait pas envoyer d'opérateurs allemands en Ukraine qu'il ne voulait pas livrer ces Taurus. La question, est-ce que c'est uniquement une annonce pour renforcer la réunion d'aujourd'hui, pour dire, oui, on va faire quelque chose, et puis aussi indirectement, c'est assez curieux de voir Olaf Scholz prendre cette décision, alors que certes, il va quitter le pouvoir, mais il a dit non pendant quelques années. Donc c'est un peu le paradoxe. Donc, comment l'interpréter, à part le fait que peut-être qu'il y a un changement de politique qui va se faire en Allemagne, donc on peut le comprendre comme ça, et que le futur chancelier sera peut-être beaucoup plus offensif sur ces questions-là, il l'avait déjà énoncé. Maintenant, techniquement, j'ai un doute sur l'usage réel de ce Taurus, sachant que dans le Taurus, alors il y a 2 versions. Il y a une version qui porte des sous-munitions, alors peut-être que moralement, les Allemands ne sont pas prêts de l'accepter, et une deuxième version qui est de frapper des cibles hautement fortifiées. Alors, dans le conflit d'aujourd'hui, les cibles hautement fortifiées sur le champ de bataille, il n'y en a pas des masses. Donc voilà, donc je pense que c'est plus une arme politique aujourd'hui en termes d'énonciation publique. Je ne suis pas certain de son efficacité réellement militaire, même si on a parlé du Taurus à une époque pour détruire le pont de Kerch. Oui, voilà. Bien sûr. On l'avait évoqué, mais même les Scalp et les Storm ne sont pas arrivés non plus, alors qu'ils sont à peu près similaires. Donc voilà, donc moi je verrais ça plutôt comme un effet d'annonce et je garderai ma réponse pour l'usage, je dirais, sur le terrain en termes d'efficacité. Jean-François Boutor. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit le général Chauvency. Vous vous souvenez de la fameuse conversation surprise entre les officiers de haut rang allemands qui évoquaient justement la pertinence sur le pont de Kerch. Ça avait fait un scandale en Allemagne, etc. Moi, je crois que c'est effectivement éminemment politique. Dans le moment de la négociation, c'est pour redonner du poids du côté européen et ukrainien au moment où, justement, il y a la mise en scène d'une défaite d'un côté. Maintenant, on met en scène peut-être le danger que le symbole si cher à Poutine du pont de Kerch, du rattachement de la Crimée à la Russie, puisse être atteint. Voilà, on est là encore une fois dans cette période d'avant cessez-le-feu. La part, si vous voulez, de la mise en scène des arguments, des dangers, des menaces, etc., était énorme. Et ça fait partie du jeu diplomatique et politique de mettre tout ça en scène. Ça fait donc l'arrivée des Taurus dans ces conditions-là. C'est un élément de plus dans ce jeu-là. Peut-être pour parler par des actes, je dirais comme ça.
Maxime Lefebvre. Je pense que ça intervient aussi à un moment. Alors, il y a évidemment la négociation, mais il y a aussi le fait que le gouvernement allemand, est en train de changer, mais par exemple, le Parti social-démocrate va toujours être au pouvoir, donc ce sera plus Olaf Scholz, et en coalition avec la CDU qui est dirigée par le probable futur chancelier Friedrich Merz. Donc là, on voit qu'il y a une position qui va se durcir. Il y a la prise de conscience qu'il faut en faire plus sur la défense, se réarmer, etc. Et puis, ce qu'on peut aussi émettre comme hypothèse, c'est que les Allemands bougent sur ce dossier parce que moi j'entends dire qu'ils ne sont pas forcément prêts à envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine. Ce sur quoi les Français, les Anglais sont un peu en pointe. Les Anglais peut-être avec un peu moins un peu plus de prudence. Mais voilà, du coup c'est peut-être important pour les Allemands d'envoyer ce signe de soutien à l'Ukraine à un moment où il y a toute cette coalition qui essaye de soutenir l'Ukraine et les positions ukrainiennes par rapport à ces négociations qui ont commencé. En fait. Je pense que ça répond aussi à un propos de Zelensky qui disait c'est bien les discussions, mais on aimerait des actes. Et donc là, en fait, c'est pas encore des actes, mais ça a l'air de se rapprocher. C'est ça que. Au chapitre des armes à longue portée, les États-Unis s'apprêtent également à reprendre leur livraison en direction de l'Ukraine de bombes à longue portée, appelées les bombes de petit diamètre lancées au sol, GLSDB, après leur modernisation pour mieux contrer le brouillage russe. Ces munitions arriveront alors que l'Ukraine a en partie épuisé ses stocks de systèmes de missiles tactiques de l'armée. Ces bombes planantes, rappelons-le, ont été achetées sous la présidence de Joe Biden grâce à l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, mais la présidence Trump n'a pas bloqué ces livraisons. Concernant ces bombes planantes, quelles sont leurs utilités générales ? C'est frapper, ça va remplacer les attaques MS, il n'y en a plus. Oui, c'est ça. Donc ça va les remplacer. Ils sont difficiles à arrêter. La version, alors il faut quand même savoir que c'est une arme récente, puisqu'elle avait été en prototype en 2023-2024. Et c'est pour ça que ça a pris un certain temps avant de proposer sa livraison aux Ukrainiens. Donc je crois que c'est en juin 2024, de mémoire, ou l'année d'avant, où ça a été livré aux Ukrainiens. Donc ça permet d'abord, la première version a été sensible à la guerre électronique russe. Et la nouvelle version qui arrive a été améliorée et donc peut être capable de frapper n'importe quel type, celle qui était visée par l'attaque MS, c'est-à-dire les postes de commandement, les agrégations d'unités, ou les zones de rassemblement, de regroupement d'unités. Donc ça va servir à ça, mais ça ne dépasse pas les 160 km. Et à ma connaissance, c'est tiré, alors je ne sais pas si c'est tiré par camion ou par avion. Là, par contre, j'ai un doute. J'irai pas jusqu'à. Est-ce que ça ne peut pas aussi servir à continuer d'affaiblir les défenses antiaériennes russes, parce que ce sur quoi misent les Ukrainiens pour pouvoir se battre, c'est en fait les drones missiles à longue portée. Et si on peut annihiler quelques positions de repérage, de radar, etc., ça peut être, à mon avis, peut être très utile pour ça, parce que la frappe de Moscou, elle était symbolique de ce point de vue-là. Vous avez remarqué d'ailleurs que celle-là, elle n'a pas été condamnée par Washington. Non, mais il y a un système GPS sur ce type de missile, de mémoire, me semble-t-il. Donc, effectivement, dès qu'on a identifié, et par le renseignement américain en particulier, mais pas uniquement, qu'on a identifié une cible, effectivement, ce type de missile, je pense que je vais l'appeler comme ça, est capable de frapper, effectivement, d'affaiblir la défense antiaérienne russe. Mais il y a d'autres emplois, donc tout va être utilisé. Maintenant, je ne sais pas combien vont être livrés, je n'ai pas vu les chiffres. Ensuite, le temps que ça arrive et qu'on les mette là où il faut, que les équipages soient formés. Je ne sais pas où on est, aussi la formation des équipes de servants ukrainiens. Oui, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte dont finalement on n'a pas les réponses. Il y a la dimension militaire, mais aussi la dimension politique, parce que les États-Unis montrent qu'ils n'ont pas arrêté pour l'instant de livrer des armes à l'Ukraine. Même si c'était la menace que Donald Trump avait fait planer en disant « moi je suis prête à tout arrêter, même les armes qui sont en direction de l'Ukraine », on voit que pour l'instant, tant qu'on est encore dans cette phase de négociation, les États-Unis n'ont pas encore coupé les livraisons. Ils l'ont fait, alors très brièvement, mais il y a eu quand même une pause qui a été faite, qui a été décidée, et l'objectif, c'était quand même de forcer Zelensky à négocier. Donc après, ça a repris quand Zelensky a envoyé sa lettre à Trump pour s'excuser. Mais voilà, donc je pense que probablement que dans le calcul américain, on peut espérer que malgré tout, la position américaine ait fait l'objet un peu de réflexion et
et de calcul. Donc j'imagine que dans le calcul américain, il y a quand même l'idée que si on affaiblit trop la partie ukrainienne, ça va pas être une bonne manière de réussir la négociation. Mais en même temps, il y a quand même l'idée aussi que il faut négocier. Et donc il y a toujours aussi cette espèce d'arme, d'épée de Damoclès à un moment donné. Trump a quand même beaucoup dit qu'il y avait eu trop de dépenses faites pour l'Ukraine. Alors il avance le chiffre de 300 milliards qui est faux. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Si on continue à aider l'Ukraine, est-ce que les Américains vont continuer à le faire à fond perdu ? Ou est-ce qu'ils vont demander aux Européens de payer les armes pour l'Ukraine, des armes américaines ? Voilà, c'est une éventualité dans les temps qui viendront. C'est un signe aussi vis-à-vis des Russes, c'est-à-dire que vous voyez, on les lâche pas tout de suite. Oui, pas tout à fait. C'était ma question. Puisque oui, mais Dano, ou plutôt Daniette presque en réalité. Bon, vous faites ça, nous on fait ça, quoi. Voilà.